Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Laisse-moi t'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Les Clés de la Réno, le podcast. Effectivement, peut-être que tu arrives ici pour la première fois. Moi, je suis Alison, architecte d'intérieur, spécialisée dans la rénovation. Et si je me suis lancée à mon compte et que j'ai accompagné comme ça des personnes dans leurs projets de rénovation, c'est parce que je me suis reconvertie en tant qu'architecte d'intérieur. Mais avant, j'étais comme toi, j'étais une particulière qui s'est lancée dans son projet de rénovation et qui n'y connaissait rien. Et à force de curiosité, de recherche, d'informations, j'ai fini par reprendre une formation et aujourd'hui, voilà, c'est devenu mon métier. J'ai très vite commencé à partager tout ce que je sais, mes conseils, mes raccourcis sur le podcast depuis 2022 et aujourd'hui, on est à plus de 140 épisodes. Bienvenue parmi nous. Si tu es là, c'est probablement parce que tu te lances dans la rénovation. Aujourd'hui, je veux te parler d'une période que beaucoup de gens gaspillent sans le savoir. La période entre le compromis et la signature chez le notaire. C'est un temps mort imposé en général de 3 mois selon la complexité du projet. Tu peux pas encore faire de travaux, naturellement, le bien n'est pas à toi. Alors, la plupart des gens attendent parce qu'ils ne savent pas comment commencer. Ils continuent à scroller Pinterest, ils regardent des vidéos, ils fantasment sur leur future maison. Et le jour où ils ont les clés en main, ils repartent de zéro. Ils appellent des artisans, ils commencent à réfléchir au plan, ils découvrent qu'il faut une déclaration de travaux, ils réalisent qu'ils n'ont pas les métrés exacts et le chantier, qui devait démarrer dès qu'on a les clés, démarre 6 mois plus tard. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est comment justement transformer ce temps mort en avantage réel. Parce que si tu l'utilises bien, le jour où tu signes chez le notaire, tu es prête à démarrer. Alors, pourquoi ce délai peut être une opportunité si c'est bien géré? Entre le compromis et l'acte authentique chez le notaire, il se passe donc en moyenne 2 à 3 mois, parfois plus selon les situations. Les demandes de financement que tu dois réaliser, qui sont encore à finaliser, les diagnostics, les conditions suspensives qu'il faut lever, voire les travaux de mise aux normes. Le délai est incompressible, tu ne peux pas l'accélérer, mais tu peux décider de ce que tu en fais. Et en réalité, c'est l'un des rares moments dans un projet de rénovation où tu as du temps sans urgence. Et ça, c'est chouette. Sans chantier qui tourne, sans artisan qui attendent une décision, sans pression immédiate. Je t'invite vraiment à profiter de ce temps-là qui est ultra précieux. Parce qu'une fois que tu as les clés, en fait, tout s'accélère. Les questions s'enchaînent, les décisions s'imposent. Et si tu n'es pas préparé, tu te retrouves à répondre dans l'urgence à des sujets que tu aurais pu traiter sereinement 2 mois plus tôt. Alors, la bonne question à se poser dès la signature du compromis, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant sans avoir les clés pour être justement le plus avancé possible le jour J? La réponse, c'est beaucoup. Alors d'abord, la première chose à faire, et c'est souvent possible avant la signature, c'est d'obtenir les plans quand ils existent et de les vérifier. Reprendre les métrés sur place, les vrais métrés exacts. La plupart du temps, même si tu disposes de plans, ils ne sont pas à jour. Il y a eu des transformations qui ont eu lieu, qui n'ont pas été consignées dans les plans d'origine, les plans de la construction. Il faut donc refaire un plan de l'existant d'aujourd'hui. Bah oui, parce que si tu veux faire des transformations, elles doivent bien partir de quelque part. Et tes artisans, ils vont avoir du mal à comprendre quelles sont les transformations envisagées si tu peux pas leur montrer, leur faire comparer le plan de l'existant et le plan projeté. Donc, le plan de l'existant est tout aussi important que le plan projeté de ce que tu souhaites faire. Dans la grande majorité des cas, le vendeur, il accepte de te laisser accéder au bien 1 ou 2 fois avant la signature pour que tu puisses mesurer ou faire des visites. Il suffit de le demander. C'est une étape que beaucoup repoussent à après la signature, alors qu'en réalité, tu peux le faire avant. Il s'agit parfois de se faire accompagner de l'agent immobilier. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que sans maîtrise, tu ne peux pas faire grand-chose. Pas de plan actualisé, pas de devis précis, pas de commande de matériaux, puisque tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Tout part de là. Une fois que tu as tes maîtrises précis, tu peux reporter alors l'existence sur un plan. Pas forcément un plan très élaboré, un plan d'architecte, juste une représentation fidèle de ce qui existe. Les dimensions des pièces, les hauteurs sous plafond, la position des ouvertures, les hauteurs de fenêtres, on les oublie souvent, même les pros parfois. Les éléments structurels visibles,
C'est un point de départ solide sur lequel tu vas pouvoir travailler. Ensuite, et c'est la suite logique, on passe à l'étape que presque tout le monde saute. C'est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse faire. C'est ce qu'on appelle l'étape de la conception. Parce qu'on a les plans, on a envie de passer directement au devis. On veut faire des chiffrages, on veut avancer, on veut que ça devienne concret. Mais des devis sans conception solide, ça ne veut rien dire parce que tu vas devoir faire et refaire encore. Tu ne sais pas encore exactement ce que tu demandes. Alors comment les artisans pourraient-ils te chiffrer ça correctement? La conception, ça commence par une question toute simple. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans ces espaces? Pas à quoi je veux que ça ressemble, même si ça en fait partie, mais de comment tu veux vivre, comment tu veux te déplacer dans ta maison, comment la lumière entre et à quelle heure, où tu veux te poser le matin, comment on circule entre les pièces, ce que tu veux sentir en rentrant chez toi le soir et quand tu ouvres la porte. Ces questions-là, elles orientent tout. C'est ce qui constitue ta vision. Et ça se matérialise par l'organisation des pièces, les circulations, les volumes, l'appréhension de la lumière. C'est pour ça que c'est pas sur Pinterest que tu vas trouver tes réponses, mais bien en allant sur place et en observant les espaces. Si tu peux retourner dans le bien pendant le délai notarial, je t'encourage vivement à prendre ce temps et à y passer à plusieurs moments de la journée pour observer comment la lumière évolue, voir les volumes, les ressentir, repérer les circulations naturelles, les chemins que tu empruntes instinctivement d'une pièce à l'autre. Note tout sur un carnet, ce qui te gêne, ce qui te plaît, ce que tu veux garder, ce que tu veux transformer. Et ensuite seulement, tu transformes cette vision en scénario d'aménagement. Pas un seul scénario, plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses. Si j'abat cette cloison, qu'est-ce que ça change? Si je déplace la cuisine ici, est-ce que ça améliore vraiment les circulations? Si j'ouvre cette façade, est-ce que ça règle le problème de luminosité? Chaque scénario, tu l'étudies à la fois techniquement et budgétairement. Parce que certaines options sont magnifiques sur le papier, mais impossibles structurellement. D'autres sont faisables, mais multiplient le budget par deux. Ça, c'est souvent le cas. Ce travail de comparaison, c'est lui qui va te permettre de trancher. Et pas au hasard, pas sous la pression d'un artisan qui attend ta réponse, pas sous la pression du budget avec les devis qui s'alignent. Tous les éléments, tu dois les avoir en main. Et quand tu as tranché, tu mets tout ça par écrit. On passe alors à l'étape suivante, c'est le cahier des charges. Mettre par écrit ce que tu veux, c'est une autre étape importante. Et pareil, ce document, il n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste un brief. Un brief qui n'a donc pas besoin d'être parfait, qui n'a pas besoin d'être long, mais qui a besoin d'être clair et écrit. Qu'est-ce qu'il contient donc? Ton programme, en gros, pièce par pièce, ce que tu veux faire, les modifications structurelles que tu souhaites engager, les choix techniques que tu as déjà arrêtés, les matériaux que tu as présélectionnés avec des références, c'est encore mieux, les contraintes particulières, que ce soit les hauteurs, les accès, les problématiques de voisinage et tes priorités, ce qui est non négociable et ce sur quoi tu peux être flexible. Ce document, il a un double usage. D'abord, il va te clarifier toi et éventuellement, il va te permettre de créer de l'interaction avec ton partenaire de réno pour que vous puissiez vous mettre d'accord. Le fait de mettre ça par écrit, ça force à être précis. Ça révèle les zones de flou, les décisions pas encore prises, les contradictions entre ce qu'on veut, ce qu'on veut et ce qu'on peut faire. Mieux vaut le découvrir maintenant que pendant le chantier. Et ensuite, ça sert évidemment à briefer tes artisans. Quand un artisan vient pour te faire un devis, il n'a pas besoin de deviner ce que tu veux. Il doit recevoir un document clair qui décrit précisément le périmètre de son intervention. C'est ce qui va te permettre d'obtenir au maximum des devis comparables parce que tout le monde aura travaillé sur la même base. C'est ce qui te protège aussi parce que ce qui est écrit, ça s'impose alors que ce qui est verbal, ça se discute. Ensuite, tu passes aux autorisations d'urbanisme. C'est également important de prendre le temps de se renseigner sur ce que tu es en droit de réaliser sur le plan réglementaire. Alors, en général, ça se fait quand même un peu en parallèle. Qu'est-ce qui t'est imposé dans le PLU, le plan local d'urbanisme? Comment adapter tout ça à ton projet, à ses contraintes? Ça te permet d'opter pour le scénario d'aménagement le plus fiable si tu envisages de faire des modifications qui vont impacter l'extérieur et de le prendre en considération quand tu compares tes scénarios. Ça te permet de savoir si ton projet, il nécessite une autorisation que tu n'as pas anticipée. Et selon la nature de tes travaux, tu vas peut-être avoir besoin d'une déclaration préalable de travaux ou d'un permis de construire.
et les délais ne sont pas les mêmes. Extension, modification de façade, changement de destination, création d'ouverture, autant de situations qui nécessitent une autorisation administrative. Et donc ces autorisations prennent du temps. Pour une déclaration préalable, tu comptes au minimum un mois d'instruction. Pour un permis de construire, c'est le double, 2 mois, et parfois plus, selon les communes, selon la complexité du dossier, selon que tu es dans une zone protégée. Si tu découvres ce besoin le jour où tu as les clés, tu viens d'ajouter plusieurs mois incompressibles à ton planning. Alors, pendant le délai notarial, c'est important de pouvoir prendre le temps de comprendre la réglementation qui s'applique à ton projet et qui s'impose à toi. Prends le temps de consulter le PLU de ta commune. Il est toujours accessible en ligne dans la majorité des cas aujourd'hui. Vérifie si ton bien il est dans un secteur protégé, à proximité d'un monument historique, dans une zone avec des contraintes particulières patrimoniales. Ce sont des informations qui peuvent avoir un impact significatif sur ce que tu peux faire et comment. Si ton projet il nécessite une autorisation, tu vas commencer à préparer ton dossier pendant ce délai. Les plans, la notice descriptive, les documents administratifs à fournir, tout ça, ça se prépare. Et si tu le fais maintenant, tu peux déposer ta demande très rapidement dès le jour de la signature. Et même, dans certains cas, les délais d'instruction peuvent se dérouler en parallèle de la fin du délai notarial. En pratique, ça veut dire qu'on n'a pas toujours besoin d'être officiellement propriétaire au jour du dépôt. En tant que futur acquéreur, tu peux déposer le dossier si tu disposes de l'accord du vendeur ou si tu agis dans le cadre d'une promesse de vente qui prévoit cette démarche. Et ça, c'est du temps de gagner directement sur ton planning de chantier. Donc, effectivement, c'est un levier important pour gagner du temps et optimiser ce délai incompressible. Une fois que tu as ton cahier des charges en main, que tu sais où tu vas du point de vue autorisation d'urbanisme, alors seulement tu es prêt à contacter les artisans pour tes devis. Parce que maintenant, tu sais exactement ce que tu demandes. Tu peux leur envoyer un document clair, organiser des visites de chantier ciblées et obtenir des chiffrages qui vont vraiment correspondre à ton projet. Pas des estimations à la louche basées sur une conversation un peu vague. Et même sans avoir encore les clés, si tu as tes plans et ton cahier des charges, tu peux déjà lancer le process. Contacter des artisans, des premiers rendez-vous, avoir des échanges préliminaires sur le périmètre, les fourchettes de prix. Obtenir des devis sérieux, ça prend du temps. Les artisans sont sursollicités, les délais de réponse peuvent être longs et comparer des devis correctement, ça demande de la réflexion. Donc si tu attends d'avoir les clés pour commencer, tu ajoutes facilement 2, 3 mois à ton planning. Et en lançant le processus pendant le délai notarial, une fois encore, tu arrives le jour de la signature avec une vision claire des artisans qui sont déjà identifiés et potentiellement des devis en cours de finalisation. Pour finir, il reste quelques éléments qu'on peut avancer pendant cette période et qui font gagner un temps précieux. Le choix des matériaux et des équipements, notamment. Certains produits ont des délais de livraison très longs, les fenêtres sur mesure principalement, mais aussi les cuisines ou certains carrelages importés. Donc si tu attends d'avoir les clés pour les sélectionner et les commander, tu risques de bloquer ton chantier en attente de livraison pendant des semaines. En les anticipant maintenant, tu évites ce goulot d'étranglement. Pour ce qui est du budget, ça te laisse le temps de construire un vrai tableau de suivi avec tous les postes, les fourchettes de prix issus de tes premiers échanges avec les artisans et une provision pour les imprévus qui soit la plus réaliste possible. Parce qu'une fois le chantier lancé, les décisions budgétaires s'enchaînent, elles se prennent vite et sous pression. Donc mieux vaut avoir bien réfléchi avant et bien cadrer ton budget. Ce que je viens de te décrire est là ou les meilleures façons même de prendre de l'avance, de pas subir ton projet, mais de le piloter. Et je sais que ça peut sembler beaucoup, les maîtrises, la conception, le cahier des charges, les autorisations, le choix des bons matériaux, le choix des bons artisans, le fait d'aller avoir un budget fiable, réaliste, tout ça en même temps pendant une période qui est déjà chargée émotionnellement. Parce qu'entre le compromis et la signature, tu as aussi le stress du financement, les doutes, les questions qui surgissent, le stress d'arriver au bout et d'aller signer, de devenir propriétaire. Et si tu sais pas encore exactement par où commencer, si tout ce qu'on vient de se dire te semble encore un peu loin et tu sais pas vraiment où t'en es, j'ai créé un quiz gratuit qui te dit exactement ce que tu dois faire. Par où commencer avec ton projet de rénovation en fonction de ta situation. Tu réponds à quelques questions et en quelques minutes, tu obtiens ton plan d'action personnalisé.
Donc, je t'invite vraiment à faire ce quiz. C'est super rapide, c'est super efficace. Le lien, je te le mets dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi ça a pu t'aider. Tu m'envoies un petit MP, tu laisses un commentaire. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt.